Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue. Comment ça va? Dites-moi, est-ce que vous avez passé une bonne journée en ce mercredi 10 septembre 2025 après Jésus-Christ? Bonjour, 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 bienvenue. Ça va? Tout roule? Vous êtes chaud pour de la politique? Hmm. Bienvenue les copains, bonjour, hein. Je me sens tout bloqué. Je me suis bloqué le dos. Ça ira mieux après ton stream. Oui, voilà, c'est ça. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bon, aujourd'hui, c'était une journée de mobilisation. La fameuse journée de mobilisation du 10 septembre, celle qui était attendue depuis la mi-août, fin août. On nous promettait beaucoup pour cette journée, une journée qui appelait à tout bloquer. Bloquer le pays, c'était le mot d'ordre des manifestants, enfin des gens qui aspiraient à manifester. Et au final, qu'est-ce que vous en pensez? Giga flop, gros flop, journée flop, un peu dans le 95, dans le 85, bonjour, flop, flop. Ah oui, vous êtes nombreux à dire flop quand même. Flop sur 20. À Colmar, ça a floppé totalement. C'est calme, c'est pas mal. Giga flop. Bah, c'est-à-dire que... Waouh! Salut Ponce! Merci Pompon pour ton raid. Des gros bisous à toi. Bienvenue la communauté de Ponce. Je viens de lancer mon stream et on commençait à peine à débriefer ensemble de cette journée de mobilisation, la fameuse journée bloquons tout, où tout le pays était censé être bloqué. En tout cas, c'était l'appel, c'était l'espoir formulé par les manifestants qui s'étaient réunis. Et on était en train de discuter avec le chat pour savoir si, d'après vous, ça avait été un flop ou si ça avait marché. Il y en a beaucoup dans le chat qui disent flop. Genre giga flop, genre la France n'est pas bloquée, etc. Je comprends, je comprends, mais j'aurais une analyse différente parce que, comment dire, si l'attente qu'on en avait, c'était un blocage total du pays, effectivement, c'est un flop, mais il fallait pas s'attendre à ça. Parce que je veux dire, des blocages totaux du pays, il y en a eu que deux dans l'histoire récente, c'est mai 68 et décembre 95. Et c'était massif, d'un autre genre de massif que ce qu'on a connu aujourd'hui, quoi. Donc moi, je pense que c'est quelque chose de très différent. Aujourd'hui, c'était une mobilisation de gauche, clairement, hein, c'était pas, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes, les grandes manifestations massives des gilets jaunes en 2018. C'était une manif de gauche avec des personnes parmi les plus à gauche qui étaient les plus mobilisées, ce qui n'est pas étonnant en soi d'ailleurs. Mais ça peut être le début de quelque chose de plus important. C'est pour ça que j'aurais du mal à dire que c'est un flop, parce que selon moi, on ne peut pas juger pour savoir si c'est un flop ou pas avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'ailleurs de mobilisation qui vont peut-être suivre. Ce que l'on sait, c'est que la prochaine date de rendez-vous, elle a été fixée par les syndicats. Ce sera le 18, journée de grève et de manifestation, le 18 septembre. Donc dans 8 jours, hein, dans un peu plus d'une semaine. Ce sera du coup le deuxième thermomètre. On verra si la mobilisation prend à partir de là. Et ensuite, qu'est-ce que le mouvement du 10 septembre va vouloir donner comme suite à sa mobilisation d'aujourd'hui? Ça, on verra. Mmh. Il y avait du peuple dehors dans toutes les villes. Ouais, enfin, faudrait réussir à mesurer la quantité de personnes qui étaient mobilisées, pareil, de voir par rapport à quoi est-ce qu'on compare, quoi. Mmh, donc c'est pour ça que pour moi, le 10 septembre ne se jugera qu'à l'aune du 18 septembre et à l'aune d'autres dates qui viendront peut-être. On verra. Il y a aussi l'effet médiatique qui est important.
Bah, l'effet médiatique, alors pour le coup, il y a eu aujourd'hui la passation de pouvoir, on en parlera, entre François Bayrou et et Sébastien Lecornu, qui a pris un peu de temps sur les chaînes d'infos aujourd'hui. Et puis après, les chaînes d'infos. Après, ouais, il n'y a pas que les chaînes d'infos, il y a les JT ce soir à 20h, la presse aussi, ce qu'elle en dira. Hum. L'échec, c'est pas justement le fait que ça a été seulement un mouvement de gauche? Bah, c'est-à-dire que, en tout cas, la gauche n'a pas réussi à dépasser ses propres troupes pour réussir à embarquer plus largement des gens moins politisés. C'était l'un des succès du mouvement des Gilets jaunes, c'est d'avoir réussi à fédérer et à rassembler des personnes loin par-delà les personnes politisées. Enfin, les partis politisés, vous voyez ce que je veux dire, branchés politiques, intéressés par l'actualité politique, etc. Militants et tout. Hum. Euh, Et c'est pas vrai ça, j'ai l'impression au contraire que ça a commencé à gauche, mais que ça a pas mal pris autour. Moi, j'ai pas l'impression. Je suis allé au rassemblement pas loin de chez moi. J'ai regardé un petit peu. On avait quand même beaucoup de drapeaux de partis politiques, de syndicats. J'ai eu l'impression de voir toujours les mêmes, les fameux TLM. Euh, Pas tout à fait comparable avec ce qu'on avait pendant le mouvement des Gilets jaunes, quoi. Ça dépend peut-être des régions. Ouais, ça dépend peut-être des régions. Oui, les TLM, pour ceux qui savent pas, les TLM, ce sont toujours les mêmes. Voilà, tous les TLM, ça veut dire toujours les mêmes. C'est les incontournables, les impondérables, ceux que tu croises systématiquement à chaque manif. Ils sont là, ils sont toujours là. Euh, ce qui est très bien, hein, c'est pas mal en soi de faire partie des TLM. Hmm. La première journée Gilets jaunes ne devait pas être aussi balèze que les suivantes. Les Gilets jaunes, ça a été. En 2018, ça avait commencé par des appels à manifester. Enfin, ça avait commencé par des appels à revêtir le gilet jaune ou à le mettre sur le tableau de bord de sa bagnole pour protester contre la taxe carbone. Puis ensuite, il y avait eu des pages Facebook qui s'étaient fédérées et qui avaient commencé à fédérer justement beaucoup de gens. C'est essentiellement sur Facebook hein, que s'est passé le mouvement des Gilets jaunes. Euh, et ensuite, ça a commencé à manifester à partir d'octobre. Le mouvement des Gilets jaunes, les premières grandes manifestations à Paris. Alors, il n'y avait pas que à Paris, hein, il y avait ailleurs, mais notamment à Paris. Mmh. La comparaison avec les Gilets jaunes Prime donne une impression de flop, je pense. Oui, oui, je suis d'accord. C'est pour ça qu'à mon avis, faut aussi faire la distinction entre les deux. C'est juste que le mouvement d'aujourd'hui appelait à bloquer le pays. Le pays n'est pas bloqué. On peut pas dire le contraire. Est-ce que pour autant ça veut dire que c'est un flop? Moi, je pense pas. Je pense que ça se juge différemment. Que c'est pas seulement ça. C'est comme si on disait est-ce qu'une grève est un échec sous prétexte que c'est pas une grève générale interprofessionnelle? Non, ça peut très bien réussir une grève, même si c'est limité à une entreprise, à une branche, à un secteur d'activité, etc. En quoi c'est une réussite selon toi? Je sais pas si c'est une réussite, je dis juste que on saura si c'est une réussite ou pas dans plusieurs semaines. Voilà. Euh, Peut-être que le mouvement d'aujourd'hui aura été le début d'un mouvement social massif qui va prendre corps dans les prochaines mobilisations, en lien ou pas avec les organisations syndicales et politiques. Euh, et voilà.
il faut dire que beaucoup imaginaient faire la révolution. Ça, je suis pas dans la tête des gens, hein. S'il y a effectivement des gens qui se sont réveillés ce matin avec dans la tête que ce soir, ce serait le grand soir et qu'on serait en révolution, ils peuvent être déçus, ouais. Mmh. Comme à chaque manif. Non, c'est pas à chaque manif. Bah non, non, non. Il y a plein de gens qui vont manifester en sachant très bien que c'est une journée de mobilisation. Et qui se doutent bien que c'est pas une révolution. Donc c'est un rendez-vous important en tout cas pour la gauche qui s'est déroulé aujourd'hui sur fond justement de passation, enfin sur fond d'entrée en fonction de Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu, visiblement, il a bien choisi son jour. C'est plutôt Macron qui l'a choisi pour lui. Qui a fait sa passation de pouvoir aujourd'hui à la mi-journée avec François Bayrou. Alors j'ai écouté la passation de pouvoir, ça a été très bref, hein. Franchement, ils se sont pas étalés. Sébastien Lecornu a lui-même dit qu'il fallait faire preuve d'humilité. C'était pas le moment des grands discours. Il en fera d'autres des grands discours en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier, notamment les discours de politique générale, évidemment, qu'on suivra ensemble. Mais il a dit quand même quelque chose de cryptique aujourd'hui, Sébastien Lecornu. Il a dit un truc qui a retenu mon attention. Il a dit qu'il fallait des ruptures, pas seulement sur la forme, mais aussi sur le fond. Il n'a pas précisé lesquelles. On aura le temps de voir dans un second temps quelles sont les ruptures en question. Mais en tout cas, Sébastien Lecornu qui place d'entrée de jeu l'ambition de changer quelque chose. Mystérieux. Ouais, c'est un peu mystérieux. C'est pour ça que je dis que c'est un peu cryptique. Mais il a lui-même parlé de changement sur le fond, de rupture. Il a même utilisé le mot rupture. C'est pour ça que c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement est prêt à rompre avec la politique de l'offre? M'étonnerait, mais je peux être étonné. Est-ce que le gouvernement est prêt à s'allier avec le Rassemblement national pour créer une grande majorité? M'étonnerait, mais je peux être étonné. Tous les hommes politiques parlent de rupture. Oui, tous les hommes politiques parlent de rupture, mais là on parle d'un homme politique qui a été ministre pendant 8 ans. Ça n'a pas tout à fait le même parfum venant de lui que venant d'autres personnes. Mmh. C'est quoi le calendrier de la chute de Lecornu? Alors, la France Insoumise a annoncé déposer une motion de censure avant même de connaître la composition du gouvernement, mais ça, c'est pas étonnant. Est-ce que ce sera l'occasion de cette motion de censure-là qu'il tombera? Je ne pense pas, parce que je pense que le RN ne la votera pas, conformément à la tradition du RN de refuser de censurer a priori. En revanche, je m'interroge sérieusement sur le calendrier du budget. Est-ce que le Cornu peut tomber en décembre, comme était tombé Michel Barnier? Peut-être. Vous y croyez encore à l'inflexion à gauche des gouvernements de Macron? Ça, j'en sais rien. On verra ce que le Cornu décide de faire. On verra bien ce que le Cornu décide de faire. Le RN n'avait pas dit que cette fois-ci, il censurerait justement s'il n'y avait pas dissolution. J'ai entendu Jordan Bardella qui s'est exprimé aujourd'hui depuis le Parlement européen, puisque ce matin avait lieu le discours sur l'état de l'Union. Jordan Bardella a déclaré que le RN n'était pas un agent du chaos et que le RN ne cherchait pas à fabriquer de l'instabilité gouvernementale pour le plaisir, sous-entendu à la différence de la gauche, mais que pour autant, il avait du mal à envisager de ne pas censurer
le gouvernement de Sébastien Lecornu. Donc il marche un peu sur des œufs, Jordan Bardella. Peut-être qu'il faut qu'il se coordonne avec Marine Le Pen et avec le groupe, je sais pas. Lecornu était proche de Bardella? Non, de Benalla. Oui, de Benalla, oui. Lecornu était proche de Benalla. À l'époque où Benalla était fréquentable. Mais pas de Bardella. Est-ce que Lecornu a un délai maxi pour présenter le nouveau gouvernement? Non. Il n'y a pas de délai maximum pour présenter un nouveau gouvernement. Par contre, vu le marathon budgétaire qui les attend, il serait bien inspiré de se grouiller quand même. Hum. Est-ce que tu peux garder le même gouvernement? Juridiquement, rien ne t'en empêche. Politiquement, c'est très hasardeux comme move, compte tenu de la décision unanime, enfin pas unanime, mais claire et nette, de l'Assemblée nationale lundi. Il a dîné avec Marine Le Pen et Bardella, justement, et en politique, les dîners, c'est pas anodin. Non, mais moi, je suis désolé, c'est pas parce que Lecornu a dîné avec Bardella et Le Pen qu'il est le péniste ou proche de Bardella ou proche ou je sais pas quoi. Ça, pour le coup, les dîners, c'est comme des cafés, hein. ça se prend régulièrement, surtout en politique. Et les macronistes ont toujours dit qu'ils ne fermaient pas la porte au dialogue et à la discussion avec l'extrême droite. Penses-tu que Macron pourrait convoquer un référendum sur la proportionnelle aux législatives? Je pense pas que Macron convoquera un référendum. Par contre, je pense qu'une proportionnelle pourrait faire l'objet du package législatif de Sébastien Lecornu. Dîner avec des fascistes de manière volontaire, c'est le tolérer. Bah oui, évidemment. Enfin, me dis pas que tu l'apprends aujourd'hui, que les macronistes renvoient dos à dos les deux extrêmes et tolèrent aussi bien l'extrême droite que l'extrême gauche, selon leurs propres termes. Je rentre pas dans le débat. Quels éléments t'ont permis de déduire que Jordan Bardella a implicite contrairement à la gauche? Non, c'est que le Rassemblement national, c'est un parti de l'ordre. C'est un parti qui aime l'ordre, qui aime la répression des manifestations, qui aime la police, qui aime l'ordre social aussi, les hiérarchies, ça leur plaît. Voilà, le Rassemblement national, dans son comportement, notamment depuis la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen, le Rassemblement national essaye de se montrer sous un jour responsable. Sous-entendu, on n'est pas là pour fabriquer du chaos. Donc le RN n'aime pas tout ce qui facilite l'instabilité. C'est pour ça que le RN n'a pas censuré Barnier dès le mois de septembre. Ils ont attendu le mois de décembre. C'est pour ça que le RN n'a pas censuré Bayrou dès le mois de janvier. Ils ont attendu l'engagement de la confiance en septembre. Donc, j'en conclus que Jordan Bardella et le RN va continuer sur cette lancée et probablement, on verra, ne pas censurer Sébastien Lecornu d'entrée de jeu. Sauf si Sébastien Lecornu fait une ouverture à gauche avec des ruptures sur le fond et la forme en direction de la gauche, où là, le RN serait fondé à dire, alors ça, ce sera sans nous, on censure d'entrée de jeu. Voilà. Et à l'inverse, le RN accuse la gauche de chercher le chaos, de chercher la division, de chercher à mettre le pays à genoux.
etc., etc., etc. D'où d'ailleurs la critique des manifestations, des casseurs, de la France insoumise et tout. Enfin bon, vous connaissez le refrain. Hum, Tu peux rappeler où et à quelle heure c'est le backseat à la fête de l'humanité? Ça apparaît que sur le site de la fête. Ça apparaît pas sur le site de la fête. Le backseat commencera à 17h ce samedi en direct sur ma chaîne Twitch et on sera en direct de la fête de l'UMA. N'hésitez pas à venir à la fête de l'UMA nous rencontrer, profiter de backseat en public avec le lien dans le chat qui vous permet d'avoir une réduction sur le pass 3 jours pour le festival. Est-ce que c'est un symbole que le ministre des Armées soit nommé à Matignon? Non. Non. C'est pas plus un symbole que le haut-commissaire à la prospective, là, au plan. Klemovic affirme que Faure et Macron se sont parlé. Le président lui a dit « Lol, t'as pas la majorité pour être Premier ministre ». Alors, c'est pas Klemovic, c'est Olivier Faure lui-même, qui a confirmé qu'il avait eu un échange téléphonique d'une dizaine de minutes avec Emmanuel Macron hier. Voilà. Hum. Je crois pas que Macron aurait choisi le cornu si c'était pour se rapprocher de la gauche. Je suis d'accord avec toi. Ou alors le symbole, j'ai du mal à le lire, tu vois. Macron a choisi un fidèle parmi les fidèles, un macroniste pure souche. Ce n'est pas de nature à montrer une volonté d'ouverture en direction de la gauche. Il aurait pu choisir quelqu'un de la société civile, une personnalité reconnue, il aurait pu choisir plein de gens. Le cornu va consulter les différents partis, tu penses qu'il va en sortir quoi? Pas grand-chose à mon avis, je pense que le cornu fait une consultation, disons, républicaine des différents partis politiques. De toutes les manières, la composition de l'Assemblée nationale, elle est connue. Les propos et les propositions des camps politiques sont connus. Donc c'est à mon avis une consultation plus pour la forme qu'autre chose. C'est un incontournable. Évidemment qu'il est obligé de le faire, mais bon. Les socialistes auraient dit qu'ils n'iraient pas aux gournes, qu'ils n'auraient pas au gouffre selon Titi SO. Alors pareil, il suffit d'écouter Olivier Faure, qui effectivement confirme dans son interview à France Info ce matin, Olivier Faure confirme que les socialistes ne participeront pas au gouvernement Le Cornu. Après, il y a des anciens socialistes qui pourraient y participer, il y a des... J'en sais rien, moi ça me paraît... Quand je parle d'ouverture en direction des socialistes, je parle pas forcément de participation des socialistes au gouvernement, hein. Je parle d'ouverture programmatique, de changement dans la législation, dans le budget, etc. Mmh. Mais bon, si c'est pour nous ressortir Bernard Cazeneuve, je suis pas sûr que les socialistes d'aujourd'hui soutiennent Bernard Cazeneuve, tu vois. D'ailleurs, Bernard Cazeneuve n'est pas au Parti socialiste. Mmh. Euh, Donc, ouais, le budget va être imposé par le FMI. Non, on n'en est pas encore là. Merci Lionel Lospin, merci Nico, merci Tanguy Pass, Pitiak,
Mick Side, Gogo, Amish Molette, Ocho Minou, Pakuman, Yoko, Chouloulou. Merci beaucoup pour vos abonnements. Donc c'est pour ça que moi je l'ai trouvé curieux, je l'ai trouvé curieuse aujourd'hui cette sortie de Sébastien Lecornu en pleine passation de pouvoir avec François Bayrou, qui a choisi de teaser le fait qu'il allait avoir recours à des ruptures sur le fond et sur la forme. C'est quand même pas rien, c'est pas anodin. On verra dans le programme ce que ce sera. J'espère que le programme tombera vite parce que je pense que le gouvernement y a intérêt. En tout cas, le Cornu y a intérêt. Est-ce qu'ils vont dégainer un référendum? Alors, est-ce qu'un référendum est de nature à résoudre une crise politique parlementaire? Je vous rappelle qu'un référendum, ça ne change pas la composition de l'Assemblée nationale, hein. Si tu as une Assemblée nationale tripolarisée où personne ne veut travailler avec les deux autres blocs, euh, faire un référendum ne change rien. La proportionnelle, il n'y a pas besoin de référendum pour la proportionnelle, hein. Proportionnelle, elle est majoritaire à l'Assemblée, il suffit de la soumettre, elle est votée, merci, au revoir, hein. Pourquoi ils feraient un référendum? Ça va leur revenir dans les dents vu comment ils sont impopulaires. Ça dépend s'ils font un référendum sur un truc populaire. Toujours pareil, hein. Est-ce qu'un référendum peut outrepasser un vote de l'Assemblée? Ah oui. Ah oui, 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 oui. Un référendum, c'est le peuple français qui s'exprime. C'est au-dessus de l'Assemblée. C'est le pouvoir souverain. Est-ce que la proportionnelle avantagerait l'union des gauches? Alors, une proportionnelle n'inciterait pas les partis de gauche à s'unir, au contraire. Les partis de gauche auraient intérêt à aller en ordre dispersé à l'élection. En revanche, une fois que les députés de gauche seront élus, là, ils auront tout intérêt à s'unir. Quand vous avez une proportionnelle, les unions se font après l'élection. C'est comme ce qu'on a en Allemagne, par exemple. Ça inciterait peut-être les micro-partis de gauche ou d'extrême gauche à se rallier aux autres s'il y a un seuil de 5% comme aux européennes. Ah, si on met des seuils, effectivement, ça peut favoriser des rapprochements entre des petits partis de manière à obtenir le seuil de 5%. Hmm. Est-ce que le peuple peut exiger un référendum? Non. Enfin si, le peuple peut déclencher un référendum en s'associant avec des parlementaires, ce qu'on appelle le référendum d'initiative partagée, qui est prévu par la Constitution. Sauf que pour ça, il faut que le peuple signe une pétition avec un dixième des électeurs, ce qui représente 3,5 millions de signatures, je crois. Ce qui est impossible à réunir. En tout cas, c'est jamais arrivé dans l'histoire.
L'important, c'est de savoir si la proportionnelle, ça va aider mes idées à moi d'abord. Euh, C'est pas en tripatouillant le mode d'élection que vous allez faire gagner vos idées en politique. C'est pas comme ça que ça marche. Proportionnel ou scrutin majoritaire, dans les deux cas, il faut remporter des élections avec des bulletins dans les urnes. Aux USA, ils tripatouillent les circos. Aux États-Unis, ils ont recours au gerrymandering, qui est un tripatouillage effectivement des circonscriptions électorales, qui n'existe pas en France. Enfin, en France, il y a des règles prévues par la loi qui empêchent d'avoir recours à ce type de pratique. Est-ce qu'il y a de l'espoir que le budget soit voté ou il va falloir faire des élections présidentielles? Non, tu peux pas opposer. L'alternative, c'est pas soit on a un budget, soit on fait une présidentielle anticipée. C'est pas comme ça que ça marche. Entre les deux, t'as la dissolution. Entre les deux, t'as la coalition. T'as l'alternance. Enfin, tu vois, il y a d'autres étapes. Qu'est-ce qu'on peut attendre du prochain gouvernement, sachant que rien ne bougera car Le Cornu est un petit soldat de la Macronie et du RN? C'est pas un petit soldat du RN, Le Cornu. De la Macronie, clairement. Rien ne bougera, j'en sais rien. Le Cornu lui-même, à l'occasion de sa toute première prise de parole en tant que Premier ministre, a déclaré qu'il avait l'intention de faire changer les choses. On va voir. On va voir les propositions qui sont mises sur la table, on va voir sur quoi il bouge. T'en penses quoi de LFI qui parasite la manifestation d'aujourd'hui? Je sais pas s'ils parasitent, les LFI, ils ont peut-être apporté du monde dans une mobilisation qui, sans ça, aurait été encore plus un flop. Ils ont fait fuir du monde. Vous pensez que les insoumis ont fait fuir du monde? Le fait que la France insoumise appelle à rejoindre le mouvement du 10 septembre, est-ce que ça a pu être vu par certains manifestants comme une récupération du mouvement, une partisianisation du mouvement, et que des personnes qui auraient préféré que le mouvement reste apartisan comme l'était le mouvement des Gilets jaunes, ont décidé finalement de rester chez eux quand ils ont vu que ça devenait un truc partisan de gauche classique? On va faire un sondage. Hein. Alors, attends. Zou. Alors. Est-ce que LFI a fait fuir des manifestants? Je fais la version simple, hein, on se comprend, vous avez compris ce que je demandais. Oui, non, Obi-Wan Kenobi. Hop, vous avez 1 minute pour voter à partir de maintenant. Ah, il y a déjà un sondage en cours? Ah oui, il y a déjà un sondage en cours, je l'avais pas vu. Pardon. Excusez-moi, merci les modos d'avoir fait un sondage. Les modos si vifs. Non, mais les modos sont incroyables. Les modos, c'est... Voilà. Merci Banja pour ton resub. Merci Super Titou. Merci C'est Pixel, Courtin,
Lilo Estor, Lord Tassine, Tartine de Yak, Davidou. Merci pour vos abonnements. Ouais, visiblement, la France est divisée, hein. Je regarde les résultats du sondage. Continuez à voter dans le chat, hein. Dites-nous ce que vous en pensez. Euh... Bon, en tout cas, non, mais bon, le résultat, le résultat du référendum est assez clair. La France est divisée. Il y a un peu moins de la moitié d'entre vous qui considèrent que LFI n'a pas été un repoussoir à la manif. Et il y a un tiers d'entre vous qui considèrent que si, LFI a fait fuir des manifestants qui, sans ça, seraient venus manifester. Bon, ok. Sondage représentatif, évidemment, de l'ensemble du chat. Est-ce que tu as déjà interviewé le Cornu? Je n'ai jamais interviewé le Cornu, mais on pourrait le faire bientôt sur Backseat avec grand plaisir. Mmh. Après, le but de base, c'était de bloquer et pas de sortir dans la rue, je crois. Ouais. Le tout premier appel sur les réseaux sociaux, c'était un appel à se confiner, à rester chez soi. Puis c'est devenu un appel à la grève et surtout un appel au blocage. Blocage des routes, blocage des rails. Voilà. En vrai, ça a fait fuir comme ça en a amené des manifestants. Je réfléchis. Les militants insoumis, ils seraient quand même allés manifester, même si la France insoumise n'avait pas formellement appelé à le faire. Enfin, je veux dire, les insoumis, c'est pas des petits soldats qui obéissent au doigt et à l'œil à la direction du parti. En général, quand il y a une manif, ils sont plutôt du genre à y aller. Enfin, je veux dire, faut pas les pousser trop fort pour qu'ils y aillent. Euh, Le format a peut-être fait plus fuir. Je suis pas d'accord avec toi parce que pour le coup, ce que proposait le mouvement du 10 septembre, c'était justement d'innover dans les modalités d'action, ce qui est une attente de la part des personnes engagées qui en ont un petit peu marre du traditionnel défilé entre la République et la Nation. Rendez-vous à 14h à République. Tu vois? Donc le caractère indéfini du format fait partie de ces innovations de modalités d'action qui est plutôt du genre à plaire, à gauche. Mmh. Euh, J'y étais et la quantité de force de l'ordre met une grosse pression. Ouais, mais tu remarqueras que la quantité de force de l'ordre mettait aussi une grosse pression et pourtant ça n'empêchait pas les manifestations massives des Gilets jaunes. Pour reprendre cette comparaison-là. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas mécanique.
Précisément, les gilets jaunes, ça reste un méga traumatisme. Je sais pas si ça reste un traumatisme, mais le mouvement des gilets jaunes a fini en autre boudin parce qu'il avait du mal à se définir des débouchés. Il y a un moment, la seule débouchée, c'était Macron démission. Euh, oui, mais qu'est-ce que tu fais s'il démissionne pas? C'est quoi le... Ouais, il y a eu le Covid aussi, mais enfin, excusez-moi, le mouvement des gilets jaunes, il était mourant au moment où le Covid est arrivé, hein. Il faut pas que les gens cherchent d'excuses extérieures, c'est un flop, et ce qui montre que les plaignants sont minoritaires, point. Ouais, encore une fois, moi, je serais pas si définitif que ça sur le fait que c'est un flop. Je pense qu'on jugera à l'aune de la suite, et des mobilisations qui seront données, notamment celle du 18, alors qui pour le coup est une mobilisation classique. Remarquez, c'est intéressant ce que je viens de dire sur l'innovation sur les modes d'action. Parce que si la mobilisation du 18 est plus massive, voire même bien plus massive que celle du 10, ça voudrait dire que j'ai pas raison. Ça voudrait dire que l'innovation dans les modalités d'action n'est pas de nature à mobiliser davantage les foules. On verra. Hmm. A priori, il y a eu dans les 200 000 personnes, le ministère de l'Intérieur a annoncé 175 000. C'est pas énorme, hein. Enfin, on peut se bercer d'illusions, mais c'est toujours plus pratique. Mais 200 000, c'est pas fou. Euh, pour 30 millions d'actifs. Non, alors moi j'évite toujours de ramener le nombre de manifestants à la population générale ou au nombre d'actifs pour en tirer des conclusions sur la qualité ou pas d'une manifestation. T'as quand même des habitudes dans ce pays de manifestation et de nombre de manifestants. Une manifestation le goal premier, c'est 1 million. Quand tu as 1 million de manifestants, tu es objectivement dans un mouvement massif. Tu es dans une manif qui a bien marché. C'est une grosse journée de mobilisation quand tu as 1 million de personnes mobilisées. Et après, si tu arrives à monter à 2 millions, 3 millions, etc., tu fais des manifestations historiques. 200 000, c'est pas bon, hein. Hum. Il faut voir si le mouvement tient l'épreuve du temps. Pour le moment, c'est timide. Je suis d'accord avec toi. Je dirais pas que c'est timide parce que c'est le premier jour, c'est le point de départ. Voilà. Dites-vous que c'est le point de départ d'un mouvement qui pourrait devenir massif, d'ampleur, changer la donne, etc. Pour l'instant, on n'y est pas, mais ça pourrait le devenir. Les Gilets jaunes, ils étaient combien? Ils étaient plus d'1 million, les Gilets jaunes, hein. Les Gilets jaunes, ils nous ont habitués à des manifestations le samedi de plusieurs centaines de milliers de personnes, voire plus d'1 million à plusieurs reprises. Hum. La manif pour tous, ils étaient à plus d'1 million. La manif pour tous, c'était un mouvement massif, hein, c'était très très important. Hello, du coup, il y a destitution. Je suis désolé, mais à 200 000 manifestants, il n'y a pas destitution du président de la République. Hmm.
287 000 le premier samedi des Gilets jaunes. Ah ouais? Ah ça c'est intéressant ça. Le premier samedi des Gilets jaunes, il y avait 287 000. Attends, il est bizarre ton chiffre parce que je le trouve trop précis. Comment ça 287? C'est pas un ordre de grandeur, ça c'est trop précis. Ah, c'est possible, mais je sais pas. Après, la manifestation de la réforme des retraites était à 3 millions, ça n'a rien changé et rien impacté. Les gens en ont marre de manifester pour rien. D'où l'innovation dans les modalités d'action. Mais qui visiblement n'a pas fait recette. En tout cas, pas aujourd'hui. Ça pourra changer à l'avenir. Mais aujourd'hui, le compte n'y est pas. Hmm. Est-ce que tu peux rappeler les revendications de la manif pour bloquer? Oui, mais pour revendiquer quoi? C'est une manifestation en opposition au gouvernement de François Bayrou et de Sébastien Lecornu. C'est une opposition aux annonces qui ont été faites en juillet dernier d'un tour de vis austéritaire dans le budget avec 44 milliards d'euros d'économies prévues. Voilà. Et par extension, c'est un mouvement qui s'oppose à Emmanuel Macron, qui est président depuis 8 ans. Voilà. Mmh. Euh, En parlant de destitution, pouvez-vous nous dire qui appartient à la haute cour en ce moment? Non, j'en sais rien. Ça, j'ai pas le détail de quel député est membre de la haute cour. La haute cour, c'est la haute cour de justice, la haute cour de justice de la République, qui peut éventuellement destituer un président de la République. Et sont membres de la haute cour des parlementaires, avec une représentativité des groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Voilà. Hmm. C'est quand exactement le backseat à la fête de l'UMA? C'est ce samedi à 17h. Ce samedi à 17h, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Twitch pour suivre la rentrée de l'émission Backseat, le talk show d'actualité politique sur Twitch. On sera avec des chroniqueurs, on sera en partenariat avec Saïra, qui est le talk show de l'UMA. Et on fera une émission spéciale en direct de l'Agora de la fête de l'UMA en public. Ça va être le feu. Il va y avoir une ambiance de ouf. La fête de l'UMA, c'est payant. La fête de l'UMA, c'est un festival, oui, et les festivals, c'est payant. Hmm. Est-ce que tu penses que la procédure de destitution que la France insoumise met en place va fonctionner? Non. Pour la simple et bonne raison que pour qu'il y ait destitution, il faut qu'il y ait un vote des 2 tiers de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il n'y a pas 2 tiers des parlementaires qui veulent la destitution du président de la République. À date, il n'y a que les insoumis et la moitié des écolos. Ça fait grosso merdo une centaine de députés et de sénateurs. Et de députés en l'occurrence. Hmm. Le RN le demande mais ne le votera pas. Le RN ne demande pas la destitution du président de la République. Hein. Hmm. Euh, Et le Sénat est toujours de droite, donc toujours derrière Macron.
Le Sénat, il est plus les républicains que macronistes, hein. Le Sénat a montré qu'ils étaient capables de péter les burnes à Emmanuel Macron sur un certain nombre de textes depuis plusieurs années. Mais pour autant, ils sont pas, je veux dire, les sénateurs, ils sont pas du genre à vouloir changer de président de la République facilement. C'est possible de destituer le président, en fait. Ouais. Est-ce que la destitution est une bonne idée en soi? Bah, c'est une manière de voir les choses. Moi, je suis un légaliste assez casse-couille. La destitution, ça intervient si le président de la République a manqué à ses devoirs de président de la République de manière manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions. C'est ce que prévoit la Constitution. Je considère qu'Emmanuel Macron n'a rien fait d'illégal. Il fait des choses qui m'énervent, mais ça, c'est mon problème. Il n'a pas manqué à ses devoirs. D'un point de vue strictement légal, moi, je considère qu'il n'y a pas match. Après, les insoumis, ils s'en foutent de ça. Eux, ils en font un procès politique. Bon. Ignorer le résultat des législatives? Non, mais toujours pas, hein, je suis désolé. Arriver en tête aux élections législatives ne vous donne pas automatiquement Matignon. Ça n'a jamais été vrai. Hmm. Est-ce que le budget version Le Cornu sera précédé d'un vote de confiance? C'est une bonne question que tu poses, j'en sais rien. Je pense pas. Je pense pas parce que Le Cornu n'a pas l'obligation de se soumettre à un vote de confiance. Hmm. C'est ton avis, ça? Il y a un autre avis, c'est de dire que c'est un déni de démocratie. Oui, oui, je sais, non, 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 mais je sais, je l'entends bien. Je l'entends bien, mais la Constitution prévoit que le président de la République doit nommer un Premier ministre. La Constitution ne prévoit pas que le président de la République doit nommer un Premier ministre issu de la coalition arrivée en tête aux élections législatives. Le problème, il est au Parlement, il n'est pas du côté du président de la République. Même si c'est lui qui nomme. Le vote de confiance n'a jamais été obligatoire, je crois. Non, non, ça n'a jamais été obligatoire. Hmm. À quoi servent les législatives alors? À décider si on garde ou pas le Premier ministre? Le président nomme, le gouvernement, le Parlement censure, l'Assemblée nationale censure. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que fonctionne notre 5e République. Et par ailleurs, enfin, on peut en discuter si vous voulez, mais il se trouve que la gauche est arrivée en tête aux élections législatives. Et du coup, c'est devenu un espèce de kiff depuis un an à gauche de prétendre à une nouvelle règle qui est il faut que la force arrivée en tête aux élections législatives gouverne. Moi, je me permets de vous inviter à faire gaffe. Parce que c'est pas du tout écrit que la gauche continue à arriver en tête aux élections législatives. Le jour où c'est Jordan Bardella qui arrive en tête aux élections législatives, vous allez tous changer d'avis. Mais moi, je vais pas changer d'avis, parce que mon avis est toujours le même. Non, arriver en tête aux élections législatives ne vous permet pas d'obtenir mécaniquement le pouvoir. Donc, je sais qu'en politique, on tord toujours un peu la réalité en fonction de ses opinions pour essayer que ça convienne à ce qu'on pense et à ce qu'on souhaite et tout. C'est normal. Ça fait complètement partie du jeu. Regardez Marine Le Pen et ses grandes déclarations sur les délinquants, les multirécidivistes,
et la justice, etc., maintenant qu'elle est elle-même condamnée, elle a l'air marron. Bon, bah c'est pareil. Hmm. C'est la démocratie, non? Non, c'est pas la démocratie. Une élection n'a de vainqueur que dans le cadre où il y a deux finalistes qui s'affrontent. Typiquement, un second tour d'élection présidentielle, voire un second tour d'élection législative quand il y a deux candidats. Là, on peut dire qu'il y a un vainqueur et quelqu'un qui perd. Mais il y a d'autres élections, notamment les élections qui consistent à élire une chambre, un conseil municipal, un conseil départemental, un conseil régional, une assemblée nationale, un sénat, un parlement européen, une assemblée des Français de l'étranger. Bref, quand on compose une chambre par un vote, il peut arriver qu'il n'y ait pas de vainqueur clair qui émerge du vote. Ça peut arriver. C'est arrivé en 2024, où on a 3 blocs qui se font concurrence. Le bloc du Rassemblement national est un peu plus petit en nombre de députés, mais on a 3 blocs qui se font concurrence. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de vainqueur clair. Il y a des négociations qui doivent avoir lieu. Il y a des discussions entre les blocs, etc. Pour l'instant, on n'y arrive pas depuis 1 an. Il y a un bloc qui arrive premier aux élections. Oui, mais ça change rien au fait qu'il n'a qu'un tiers. Enfin, je vais vous le dire autrement. Il y a 2 tiers des députés sont pas de gauche. Essayez de me dire que la gauche a gagné les élections. Moi, j'en suis désolé. J'en suis sincèrement désolé. Mais il y a 2 tiers des députés sont pas de gauche, ne souhaitent pas être de gauche, ne se revendiquent pas de la gauche. Ça veut pas dire que la gauche n'a rien à faire. La gauche est en position de force. C'est intéressant. C'est pour ça qu'il faut se sortir de l'esprit cette vision noir et blanc de vainqueur-perdant, légitimité, pas légitimité, etc. Dans une assemblée comme ça, s'ouvre une phase de négociation, de discussion, d'échange entre les forces politiques qui peut donner naissance à des coalitions ou pas, dans lesquelles il y a des rapports de force. La gauche est en force à l'Assemblée nationale. Elle a 200 députés. C'est bien. C'est pas suffisant, mais c'est bien. Hmm. Tous les politiques se disent vainqueurs, mais sans majorité absolue, personne n'a vraiment gagné. La majorité absolue, c'est le seul moyen d'affirmer qu'on a gagné de manière indubitable. Ça, c'est sûr. Mais là, depuis 2022, personne n'a de majorité absolue, je vous rappelle. Donc, on est bien obligé de faire 100. Conclusion, il faut une nouvelle constitution. Mais tu veux écrire quoi dans ta nouvelle constitution? Moi, je suis curieux, tu veux l'écrire comment? Un tiers des députés peut imposer sa volonté à 2 tiers? C'est comme ça que tu l'écriras? Je suis pas sûr. En tout cas, je suis pas chaud, ça c'est sûr. Parce que là, je vois Bardella arriver pleine balle. Hmm. Essayez le NFP arriver en tête, essayez Barnier, essayez Bayrou. Ouais, je suis d'accord. Non, mais moi, enfin, je veux dire, mon opinion personnelle, dont tout le monde se branle, mais mon opinion personnelle, c'est qu'Emmanuel Macron aurait dû appeler le NFP à gouverner.
et trouver et peser dans les négociations de la coalition qu'il allait faire. Parce que je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, il est en position de force aussi à l'Assemblée. Il n'y a pas que le NFP qui est en position de force. Hein. Macron, il a 200 députés. Il a 180. Pas mal. Bon courage le NFP pour gouverner avec un groupe pareil à côté, dont tu as besoin pour faire voter la moindre loi. Donc moi, je pense qu'il aurait fallu commencer par ça. Mais je constate que ce que fait Emmanuel Macron n'est pas d'ordre illégal, au contraire à la Constitution. C'est tout ce que je dis. Il n'est écrit nulle part dans la Constitution que le président de la République doit faire des choses qui me font plaisir. Voilà, c'est pas écrit. C'est garanti nulle part. Ne pas aimer Macron n'est pas un critère valable pour le destituer. Si, ça peut, parce qu'en l'occurrence, la Constitution ne crée pas de critères spécifiques sur la volonté de destituer ou pas le président de la République. Moi, je m'interroge sur la recevabilité de la requête, mais dans l'absolu, si t'aimes pas Macron, tu peux le destituer si tu veux. Si t'es député, t'es libre de ton vote. Hum. Euh, Pourquoi ne l'a-t-il pas fait selon toi? Parce qu'il a voulu essayer une option d'équilibre, de son point de vue à lui, pas du mien, mais de son point de vue à lui, une position d'équilibre avec un Michel Barnier, suivi d'un François Bayrou. Et il estimait être capable de réussir texte par texte à obtenir des majorités de projets avec tantôt la droite, tantôt la gauche. Peu importe le parti politique, s'ils en avaient quelque chose à faire de l'état du pays, ils travailleraient ensemble pour le bien commun. Ouais, c'est un peu facile. Enfin, oui, c'est le genre de phrase un peu à l'emporte-pièce contre l'ensemble de la classe politique. De toute façon, ils sont tous pourris, c'est tous des gens qui pensent qu'à leur carrière, etc. T'as 577 députés et 340 sénateurs. Euh, c'est des gens qui sont issus de partis politiques, de formations, de traditions, d'engagements différentes, qui voient pas les choses de la même manière. Si tu veux faire un grand sac et mettre tout le monde dedans, vas-y, tu en as le loisir. Moi, je constate que les choses sont un chouïa plus compliquées que ça. Et que non, les Insoumis et le RN, c'est pas tout à fait la même chose, non. Franchement pas. Et puis par ailleurs, ce sont des groupes politiques qui ont un désaccord sur ce que c'est que le bien commun. C'est bien ça, la politique. Avoir une opinion sur ce qu'il conviendrait de faire. Ce qui relève du désirable, du souhaitable, pour le collectif. Eh bien, figurez-vous qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus. On a tous, pas tous, il y a des groupes, il y a des camps, il y a des clans, il y a des manières de voir les choses. Mais on a des manières différentes d'envisager ce qui relève du souhaitable pour le peuple. Hum. Et pourtant, d'autres pays y arrivent. Ah bon? L'Allemagne, je vous rappelle qu'ils ont fait tomber leur coalition l'année dernière. Hein. Je veux bien qu'on reçoive des leçons en permanence de la part de toutes les démocraties du nord de l'Europe, mais ce qu'on est en train de vivre en France n'est pas exorbitant de la réalité d'une démocratie parlementaire moderne. Hum. Euh,
Je trouve la situation de l'Assemblée plutôt saine. Le problème, c'est que nous ne sommes pas habitués à cette configuration. Oui, c'est en partie vrai. C'est-à-dire que la Ve République nous a habitués depuis les années 60 à un régime de majorité absolue, avec une hégémonie politique d'un camp sur l'autre, qui a tous les moyens entre les mains pour gouverner. Et depuis 2022, on est rentré dans une phase, disons, parlementaire, qui est plus saine que le présidentialisme de la Ve, mais qui a son lot d'inconvénients, quoi. Mmh. Aussi parce que les partis traditionnels décevaient beaucoup. Ouais, c'est vrai, mais ça c'est vrai. Et ça, pour le coup, c'est l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en 2017 qui a foutu un coup de pied dans la fourmilière et on a vu l'émergence de nouvelles forces politiques qui n'appartenaient pas au camp des partis politiques traditionnels et on a vu un affaiblissement des partis politiques traditionnels. Le PS et les Républicains ne sont que l'ombre de ce qu'ils ont été par le passé. Moi, j'ai connu une époque où le PS, c'était plus de 300 députés. Et j'ai connu aussi les Républicains, qui s'appelaient l'UMP à l'époque, avec plus de 300 députés. C'était autre chose par rapport à aujourd'hui, où ils sont une quarantaine, une soixantaine, et voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a vu émerger comme nouvelle force? La France insoumise à gauche, avec Jean-Luc Mélenchon et ses candidatures à l'élection présidentielle qui ont fait des bons scores. Le macronisme au milieu, Emmanuel Macron avec sa promesse de dépassement des clivages gauche-droite, et à droite, le Rassemblement national, avec la dédiabolisation de Marine Le Pen, qui a sorti de l'ornière le RN là où l'avait foutu Jean-Marie Le Pen, pour en faire un parti plus respectable, avec des électeurs en masse, des députés, etc. Hmm. T'es comme moi, toi aussi, t'as connu le RPR quand t'avais des couches. Ouais, j'ai connu le RPR quand j'avais des couches. J'ai connu la fondation de l'UMP. Hmm. Qui définit qui est où sur l'échiquier politique? Personne en particulier. L'échiquier gauche-droite qu'on utilise classiquement pour répartir les camps politiques, c'est ce qu'on appelle une convention. C'est un... on convient collectivement de donner des noms et d'attribuer des étiquettes à des camps. Et on n'est évidemment pas d'accord sur la définition de la convention. Hmm. Et non, le Conseil d'État, non, le Conseil d'État n'est pas l'arbitre des élégances du paysage politique français. Non, ce n'est pas le Conseil d'État qui définit qui est de droite, de gauche ou de diagonale. Conseil d'État, il a la main sur la répartition des résultats des élections auprès des préfectures. Mais c'est pas un baromètre officiel. Euh, vous avez le droit de considérer, si c'est votre truc, que le macronisme est à droite, alors que le Conseil d'État va le considérer au centre. Vous n'êtes pas obligé d'obéir au Conseil d'État. Euh, Merci Malénarion. Merci Salo Sparkle. Petit Dragon Vert de Rage. Rudolf. Altro. Nelifa. Super Titou. Merci beaucoup. Euh, Qui place les députés à l'Assemblée nationale? Je crois que c'est une décision du bureau, hein. Hum.
Et du coup, le truc en mode le RN est classé extrême droite et LFI pas extrême gauche, mais juste gauche, ça vient du Conseil d'État, ça. Oui, il se trouve que le Conseil d'État juge que la France Insoumise fait partie de la gauche et pas de l'extrême gauche, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec le Conseil d'État. D'autant que je vous rappelle que les jurisprudences du Conseil d'État, ça peut changer. Et on verra ce qui se passe dans les prochaines années, mais il n'est pas impossible que le Conseil d'État décide un jour de classer LFI à l'extrême gauche. Les macronistes continuent de revendiquer que LFI est d'extrême gauche. Ils en ont parfaitement le droit. Je suis pas d'accord avec eux, mais je vous rappelle que Éric Zemmour considère que Marine Le Pen est de gauche. C'est sa grille à lui, hein. Hum. Euh, Pour être d'extrême gauche, il faut une politique à vocation révolutionnaire. Ouais. Bah, moi, je suis d'accord avec cette grille d'analyse, hein. C'est une grille d'analyse plutôt classique, traditionnelle, historique. L'extrême gauche, c'est les communistes révolutionnaires. Mais bon, on peut te rétorquer que Jean-Luc Mélenchon propose la révolution citoyenne. Ah bah oui, oui, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Combien de fois cette discussion a-t-elle eu lieu ici? Mais c'est normal, c'est une question intéressante. Quand on est enfant, on commence à. La première fois qu'on entend parler de politique, on entend parler de droite, de gauche, etc. C'est des termes qui sont présents. C'est des, c'est des termes qui sont présents dans le débat public et qui vrillent le cerveau. Je suis d'accord, hein. Je pense que ça fait mal au crâne de tout le monde. Pour un truc pas si important que ça, hein, franchement, les conventions. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que machin est de droite ou de gauche? Honnêtement, on s'en branle. Enfin, c'est pas très important. Euh, mais, mais voilà quoi. Hmm. Et donc la conclusion de cette discussion, c'est toujours la même, ça n'a pas changé. Vous êtes libre d'avoir les critères auxquels vous adhérez. Il y a aucun problème. Franchement, il y a pas de vérité officielle, validée, tamponnée, de qui est de gauche, qui est de droite, qui est du centre, qui est de l'extrême gauche, d'extrême droite, qui veut dépasser les clivages, proposer autre chose, etc. Hmm. Est-ce que l'extrême droite propose un programme révolutionnaire? Plutôt contre-révolutionnaire, puisqu'ils veulent revenir sur des acquis historiques de la Révolution française, sur le droit du sol, sur les droits de l'homme, sur la démocratie. Ce qu'on appelle la réaction. Hum. Est-ce qu'il y a une différence entre les notions d'extrême gauche et d'ultra gauche? Ah, encore une fois, je ne suis pas l'arbitre, hein, c'est pas à moi de déterminer et de donner des étiquettes et tout. Par convention, on utilise l'extrême gauche pour désigner un ensemble politique qui va regrouper notamment des organisations, des partis politiques, des syndicats, des associations. Et dans ultra gauche, on va plutôt parler d'un mode d'action particulièrement violent,
Voilà. Donc est-ce que les deux sont liés l'un à l'autre, etc. C'est un chouïa plus compliqué que ça, mais pour moi, quand j'entends ultra-gauche, j'entends parler de mode d'action violent. Mais ce qui n'est pas exclusif du reste. Hmm. Quels sont les motifs d'espoir aujourd'hui? Bah, je sais pas, 17 millions d'euros pour le The Event. Je veux dire, il reste des gens dans ce pays qui ont envie de se battre pour améliorer les choses. Et c'est pas un désert absolu, ce pays. On est 60 millions d'habitants, on est 16 millions. J'ai dit combien? 16 millions d'euros. Il y a des formations politiques, il y a des organisations, il y a des associations, il y a des journalistes qui font leur travail, il y a des streamers de qualité auxquels on peut s'abonner avec joie. Euh, J'ai dit 17 millions. Ouais, selon les syndicats, selon les syndicats. Selon les syndicats, le The Event, c'est 17 millions d'euros. Oh, on va pas chipoter, hein. On arrondit. On arrondit au million supérieur. Euh... hmm. Dire que les extrêmes se rejoignent, c'est la théorie du fer à cheval, c'est une théorie libérale qui arrange bien les libéraux, donc. Bah oui. Et c'est une théorie avec laquelle tu es en désaccord, semble-t-il. Hmm. Hmm. Non, drôle de journée quand même. Drôle de journée. Ah bah voilà, tiens, j'ai la confirmation dans Libération. Jordan Bardella dit que le RN ne censurera pas immédiatement. C'est ce que je vous disais. Le RN, fidèle à sa stratégie, ne censure pas immédiatement les nouveaux premiers ministres. Ils attendent de juger sur pièce et de s'exprimer dans un vote plus tard. Hmm. Ça vient de sortir? Ouais. Tiens, une information intéressante que je glane sur le Figaro. Vous vous souvenez des têtes de cochons qui ont été déposées devant des mosquées? Apparemment, elles ont été déposées par des personnes de nationalité étrangère qui ont aussitôt quitté le territoire. Hmm. Vous la sentez, l'opération de déstabilisation qui vient de Russie, là? C'est un peu gros, quand même. C'est intéressant, quand même, comme info. On verra. On verra si l'enquête conclut à une ingérence russe. Mais c'est vrai que ça fait penser aux étoiles de David bleues qui avaient été peintes sur des murs, à ce genre de truc. Ouais, 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 ouais. On vous connaît, les Russes, hein. On commence à connaître vos méthodes, hein. C'est un peu gros, c'est un peu gros.
Redis l'info. L'information, c'est que les têtes de cochon ont été déposées par des personnes de nationalité étrangère qui ont aussitôt quitté le territoire. C'est le parquet de Paris qui confirme cette information. Je cite le parquet de Paris, les investigations ont rapidement permis d'établir que les têtes de cochon déposées devant des mosquées en région parisienne l'ont été par des personnes de nationalité étrangère qui ont aussitôt quitté le territoire et dans une volonté manifeste de provoquer le trouble au sein de la nation. L'enquête a récemment progressé après qu'un agriculteur normand s'est manifesté aux enquêteurs pour signaler que 2 personnes étaient venues lui acheter une dizaine de têtes de cochon et a décrit leur véhicule dont la plaque d'immatriculation serait serbe. Hmm. Des images de vidéoprotection montrent ces personnes arriver à Paris avec ce même véhicule, déposer les têtes devant un certain nombre de mosquées et le parquet de poursuivre. Ces individus sont susceptibles d'avoir utilisé une ligne de téléphone croate dont le suivi atteste d'un franchissement de la frontière franco-belge dès le mardi matin après la commission des faits. Intéressant. C'est sus de ouf. C'est sus de ouf. Ouais, ouais, ouais. Quel serait l'objectif? Bah, la déstabilisation, hein. Déstabiliser un pays, mener des actions coup de poing sur des sujets qui font mal. Voilà. Hmm. N'empêche, l'enquête du parquet de Paris, elle est allée vite, hein. Parce qu'ils ont réussi à pister le véhicule. Ils ont déterminé un téléphone qui était à bord du véhicule sur la base des antennes relais du quartier. Ils ont dû comparer les fichiers pour vérifier que le numéro de téléphone était bien dans la voiture avec les différentes mosquées et les différentes antennes relais. Puis ils ont retracé le numéro de téléphone et ils ont réussi à déterminer que le téléphone avait quitté la frontière, avait passé la frontière. Hmm. Ça prend en gros 15 minutes. Ouais, ouais, non, non, non. Non, non, c'est impressionnant. Je suis impressionné. Bref, donc ça pue l'ingérence russe à plein nez. On commence à les connaître. Non, je reviens sur le cornu. Je reviens sur le cornu. Est-ce que vous pensez qu'il va tendre la main à la gauche d'un point de vue programmatique? Est-ce qu'il va essayer? Ah non, on est sur un non. On est sur un non. D'accord, ok. Visiblement, on est sur un non de la part d'un chat déterminé. Euh, Moi, je ne serais pas si affirmatif que vous. Niveau pronostic, je serais moins affirmatif que vous. Je pense qu'il n'a pas le choix. Et qu'il va être obligé de faire des gestes dans son budget. On verra lesquels. On verra si la main est tendue et si la main est prise par une partie de la gauche. Mais il va aller voir la gauche sans LFI. Oui, ça c'est à peu près sûr, oui. Je ne m'attends pas un quart de seconde à ce que le cornu essaye de négocier quoi que ce soit avec la France Insoumise qui lui a dit qu'elle voulait rien négocier. Au moins comme ça les choses sont claires. Mm. Euh,
Je vois plutôt Bloc Central plus FN. Est-ce que vous pensez que Sébastien Lecornu va tendre la main au Rassemblement national et proposer une coalition entre les macronistes et le RN après 8 ans à se mettre sur la tronche et se détester cordialement? Mhm. Ah, c'est plus mitigé, il y a des oui et des non. Il a bouffé avec eux. Ah bah si bouffer avec des politiques, ça ouvrait la voie à une coalition, mon gars, ça ferait longtemps qu'on aurait des coalitions dans ce pays. Hmm. Pas faire une coalition, mais faire des lois qui vont dans leur sens. Alors, c'est l'autre possibilité, effectivement, tu as raison, d'un accord de non-censure ou d'un deal d'ordre programmatique qui n'implique pas de participation au gouvernement. Une sorte de soutien sans participation, si tu veux. Et ça paraît étrange de se dire qu'un gouvernement va mener une politique avec laquelle il est en partie pas d'accord, sans qu'il n'y ait absolument personne de l'autre partie de la coalition à l'intérieur du gouvernement. C'est pas clair du tout ce que je viens de dire. Mais moi, dans ma tête, c'était très très clair quand ça devait sortir. Hmm. T'as parlé chinois. Non, j'ai du mal à imaginer un gouvernement 100% macroniste mener des politiques de gauche de manière à obtenir des votes de gauche sur ces lois-là et sur les budgets sans qu'il n'y ait personne de gauche qui participe au gouvernement. Enfin, en même temps, Olivier Faure a fermé la porte à la participation au gouvernement des socialistes, donc ouais. Tu as trop de followers, l'interaction est trop limitée pour moi. Bah, pourquoi tu dis ça? Parce que je lis pas tes messages? Bah si, regarde la preuve. Hum. Non-censure sans participation du PS. Moi, je veux bien l'imaginer. Je veux bien l'imaginer. C'est juste qu'il va falloir, il va falloir des propositions assez radicales et des ruptures assez profondes dans le sens de la politique qui est menée depuis 8 ans, quoi. Euh, on verra, hein. Tous les ministres sont obligatoirement démissionnaires et doivent être renommés même s'ils sont remis au même ministère. Oui, absolument. Y aura-t-il des ministres reconduits et en quelle proportion à ton avis? Ah bah, si Sébastien Lecornu veut conserver les Républicains, à mon avis, il est obligé de nommer Bruno Retailleau et de le garder à Matignon. Hmm. Rachida Dati. Mais Rachida Dati, elle a une campagne municipale à mener. Peut-être le moment de la libérer, là. Puis elle a rendez-vous avec la justice aussi. Hmm. Des anciens du PS? Il y a déjà des anciens du PS dans le gouvernement de François Bayrou. Il y a Juliette Méadel, il y a le maire de Dijon, François Rebsamen, Manuel Valls. Bon, c'est que des gens qui se sont barrés du PS depuis un bout de temps, mais ça va pas plaire à la gauche si Retailleau est encore là, je suppose. Ah bah ça.
Non, mais c'est pour ça que Sébastien Lecornu ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il peut pas avoir les républicains et les socialistes. À un moment, il y a un choix qui doit être fait. Il a besoin des deux. Non, pas forcément. Imaginons. Alors, c'est pas forcément une coalition, mais. Imaginons que les socialistes, les écologistes et les communistes acceptent de ne pas censurer un gouvernement MoDem ensemble Horizon. Ça fait 282 députés. C'est pas assez. C'est pas assez. Arithmétiquement, c'est pas ouf. Ah, on peut rajouter Lyot en même temps. Ouais, Lyot. Lyot, il censure pas, Lyot. Lyot, c'est pas le genre. Ça fait une majorité. Mais attention, là, on est en train de mettre les communistes. Hein. On est en train de compter les communistes et les écologistes. Les écologistes dont la moitié du groupe vient de signer une motion de destitution. Est-ce que c'est possible que la plupart des ministres du précédent gouvernement reviennent, mais dans d'autres ministères? Oui, c'est possible. Soit c'est LR plus RN, soit c'est PS plus LFI et écolo. Le premier me paraît le plus probable. On verra, mais moi j'ai beaucoup de mal à imaginer que le MoDem, Ensemble, Horizon, la droite républicaine, fasse alliance avec l'UDR et le Rassemblement national. Déjà que j'ai du mal à imaginer une alliance entre les macronistes et les écologistes, mais alors dans l'autre sens, pareil. Tu peux enlever le modem? Ouais, ouais, oui, le modem soutiendra jamais ça. Le modem soutiendra jamais ça, je suis d'accord. Un accord de non-censure est plus facile à trouver du côté de la droite. Eh bah, dis ça à Michel Barnier. Il sera content de l'apprendre. Non, moi je dis faut dissoudre. Moi j'en reviens à ce que je disais hier, faut dissoudre. Petite dissolution des familles là. On résout le bordel. Ouais, je pense. Ça résout rien. Moi, si ça résout rien, je sais plus quoi dire. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme sortie de crise? Qu'est-ce qu'on a comme perspective? Hein, c'est. On est marron, hein. Ça a servi à quoi la dernière dissolution? Bah, élire une nouvelle Assemblée nationale. Après, c'est les électeurs aussi qui sont pas d'accord. Si les électeurs se mettaient d'accord les uns avec les autres. Si vous vous mettiez d'accord, vous, dans le chat, là, pour faire des coalitions, qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher sur votre programme, sur vos convictions, pour permettre l'avènement d'une coalition stable qui dirige le pays dans le bon sens? Voilà. C'est facile d'attendre des autres qu'ils lâchent des trucs. Mais qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher?
Voilà, rien. Rien, bah voilà, rien. Rien, j'attends juste de gagner l'élection présidentielle et ensuite, dans la foulée, d'obtenir une majorité absolue de députés aux élections législatives. En fait, je dis que j'aime bien la 6ème République, mais la vérité, c'est que je kiffe la 5ème. C'est trop bien la 5ème République. Hein. Quand à l'Élysée et une majorité absolue, c'est pépite. C'est pépite. Alors on dit qu'on veut une 6ème République, mais en vrai, avoir une hégémonie, ça ne nous dérangerait pas. Hmm. Et on parle de proportionnel. Ah non, mais moi, ça me fait mourir de rire. Les gens qui veulent pas de compromis, les gens qui refusent le compromis et tout machin, mais qui proposent la proportionnelle dans leur programme. Bah frérot, ah, faut pas mentir aux gens, hein. C'est pas bien. Faut être un peu... Enfin, moi je veux bien, hein. Faut juste être réglo sur ce qu'on fera le jour où il y aura la proportionnelle, quoi. Hmm. Explication. La proportionnelle, c'est un mode de scrutin qui favorise l'éclatement de l'Assemblée nationale et qui favorise ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une Assemblée nationale avec plusieurs pôles, personne n'a de majorité absolue et il faut négocier. Voilà. Pour faire simple, la proportionnelle, c'est un mode de scrutin qui favorise une Assemblée nationale éclatée. Alors que le scrutin majoritaire était censé, je parle au passé parce que c'est plus vrai aujourd'hui, mais le scrutin majoritaire était censé être une espèce de garantie de stabilité. Le scrutin majoritaire, c'était censé garantir une majorité absolue stable. Ça a été vrai. Objectivement, ça a été vrai. Entre 1962 et 2022, ça a été vrai. Bon. Depuis 2022, les Français ont réussi à fabriquer une Assemblée nationale de type proportionnel avec un scrutin majoritaire. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est fort. Moi, je tiens à remercier les Français qui ont réussi à voter dans les circonscriptions pour des candidats radicalement différents les uns des autres. Ça, c'est ma France. On avait un système qui orientait la stabilité et on en a fabriqué un système instable. Je pense que De Gaulle serait fier de nous. Donc pour fêter ça, je propose qu'on passe à la proportionnelle. Comme ça, ce sera toujours le bordel à l'Assemblée, mais on l'aura bien cherché. Hmm. C'est Macron qui a tout cassé. T'es marrant, toi, il l'a pas fait tout seul. Il y a des gens qui ont mis des petits bulletins dans des grandes urnes. On peut pas attribuer la faiblesse de son camp au camp d'en face. À un moment, des fois, il n'y a pas que des atouts. Regardez la gauche, par exemple. Bon, elle est divisée, la gauche. Est-ce que c'est de la faute de la droite si la gauche est divisée? On peut répondre oui par principe parce qu'on aime bien taper sur la droite, c'est toujours plus pratique, mais en vrai.
Hmm. Hmm. Définis ta gauche. Ah bah la gauche, c'est la France insoumise, hein. Et seulement la France insoumise. D'ailleurs, c'est la France insoumise qui a inventé la gauche. Je sais pas si vous le saviez. Il y a que eux qui sont de gauche, tous les autres sont de droite. Euh, c'est pas forcément vrai, mais c'est plus simple. Du coup, je m'y tiens. Hmm. Et Mitterrand alors. Et Mitterrand alors. La gauche, c'est Anas Kazib. Oui, Anas Kazib, quand il avait quitté, quand Révolution Permanente a quitté le NPA, ils ont publié un communiqué de presse qui dénonçait un NPA en phase de droitisation. Et la raison à ça, c'est que le NPA était en train de négocier des accords pour les élections régionales ou municipales avec un parti de droite qui est la France Insoumise. Oui, parce que quand on est à Révolution Permanente, la France Insoumise, c'est un parti de droite. Enfin, c'est un parti plus à droite. Ah oui, non, mais vous croyez quoi Vous croyez qu'il y a que vous qui déterminez qui est de droite, qui est de gauche Non, non. Non, non, non. Il y en a d'autres, et des fois, ça va pas vous plaire. Hmm. Euh, Je confirme, LFI pas assez de gauche quand on est d'extrême gauche. Mais bien sûr, mais évidemment. Mais vous croyez quoi vous croyez que les gens d'extrême gauche, ils font quoi entre eux? Bah, ils passent leur temps à se cancel les uns les autres en s'accusant de pas être assez à gauche. Bah, je veux dire, c'est pas réservé aux socialistes, aux insoumis, etc. Non, c'est un jeu auquel tout le monde peut jouer. Et tout le monde joue. On voit ça sur Blue Sky. Voilà, sur Blue Sky, la gauche Blue Sky. Hmm. Ils font pareil à droite. Bien sûr qu'ils font pareil à droite. Au RN aussi, ils s'accusent de pas être assez de gauche. Mais non, mais enfin, là, c'est pareil. On rigole sur la gauche, etc. Mais croyez pas que c'est différent à droite ou à l'extrême droite. La stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen, elle a fait des mécontents. Je veux dire, il y a des militants du Rassemblement national qui ont claqué la porte du parti et qui n'étaient pas satisfaits par la nouvelle direction que prenait le parti. Cette espèce de droite respectable, costume cravate, etc. Il y a des gens d'extrême droite à qui ça plaisait pas du tout, qui préféraient le Rassemblement national, le Front national de Jean-Marie à l'époque. Reconquête, quand Reconquête a été créée, il y a plein de gens du RN qui ont rejoint Reconquête. Marion Maréchal, c'est un exemple. Mais il y a plein de cadres, il y a plein de militants, il y a plein de responsables locaux qui ont rejoint Éric Zemmour, en espérant retrouver chez Éric Zemmour un parti plus à droite que ce qui est devenu le Rassemblement national. Et je vous parle pas de Philippot, de tous les souverainistes qui jugent que le RN est trop mou. Le RN passe son temps à se faire accuser de mollesse dans son camp, par les gens qui veulent quitter le Rassemblement national, par des gens qui veulent être beaucoup plus fermes sur les questions migratoires, etc. Et puis il y a Ciotti, Éric Ciotti. Depuis qu'Éric Ciotti a quitté les Républicains, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à taper sur les Républicains, en les accusant d'être une fausse droite, d'être marié à Macron. Et Macron, c'est de gauche, dans la tête d'Éric Ciotti. On revient tout à l'heure à ce que je vous disais sur les répartitions gauche-droite qui changent selon les personnes. Donc Éric Ciotti, il passe son temps à être le poil à gratter de son ancien parti en les accusant d'être trop mous. Hmm.
Est-ce que tu penses que le RN a une chance de passer en 2027? Oui, bien sûr. Le RN, c'est le premier parti de France. Ils sont à plus de 30% d'intention de vote. Une cote de popularité incroyable. En fonction de qui il y a en face au second tour, et s'il n'y a pas de mobilisation du Front républicain, on peut tout à fait avoir le RN au pouvoir. Est-ce que le RN peut rester un parti uni? Le RN n'a pas une grande culture démocratique interne, on va pas se mentir, hein. C'est plutôt l'autoritarisme, la philosophie politique qui règne en interne au Rassemblement national. Donc pour l'instant, le RN a réussi à créer une génération d'élus, de députés, de militants qui ne jurent que pas Marine Le Pen et Jordan Bardella et qui n'en démordent pas. Hum. J'ai vu le discours, hein. Je sens qu'on va avoir un Retailleau versus Bardella. On verra peut-être. Euh, euh, c'est quoi le parti le plus démocratique en interne? Oh, j'en sais rien. C'est pas. Je trouve que les écolos, ils vont très très loin niveau démocratie interne, hein. Oh putain. Les militants, ils votent sur un nombre de trucs, mais stratosphériques. Ils s'expriment. Enfin, ils avaient littéralement un questionnaire entier la dernière fois qu'ils avaient un congrès pour voter. Ils ont des réunions d'instances en permanence. Ils sont ultra décentralisés. Ah ouais, non, les écolos, c'est. Après, c'est une culture. C'est la culture démocratique écologiste. C'est une culture libertaire. Enfin, historiquement libertaire, très démocratique, très décentralisée, très associative, très liée au monde des ONG. Forcément, ça imprègne, ça transpire. Et c'est très, très démocratique. Euh, Décentralisé, ça veut pas dire démocratique. Ça dépend quel type de décentralisation tu as. Eux, en l'occurrence, si c'est des prises de décision au niveau local qui remontent au niveau supérieur et ainsi de suite jusqu'au niveau national, ça fait à chaque fois que tu rajoutes des strates de décision. Hmm, euh, À une époque, c'était une victoire automatique que d'affronter Marine Le Pen au second tour de la présidentielle en 2027. Qui risquerait de perdre? Bah, n'importe qui, n'importe qui. Ça dépend de la mobilisation des électorats. Hmm. Euh, euh, Ça nous en fait des.
Ça nous en fait des perspectives, les amis. Bon, en tout cas, sur le mouvement du 10 septembre, comme je vous le disais, on jugera que c'est un flop ou pas en fonction de la suite qui sera donnée à ce mouvement et de sa capacité à s'ancrer dans le temps. Une journée de mobilisation pour quelques centaines de milliers de personnes, c'est pas énorme, mais ça peut être le départ de quelque chose. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Et le cornu, on verra à l'exercice. Et il va commencer les consultations à partir de demain matin. Je vous rappelle que Backseat aura lieu ce samedi à 17h en direct sur ma chaîne Twitch, en partenariat avec Saïra, le talk show de l'UMA. Et venez nous voir sur place, point d'exclamation, UMA, dans le chat pour prendre votre passe avec une promotion Backseat, promotion spéciale. Il y a aussi une promotion pour vous abonner pour 1 € par mois au Journal de l'Humanité avec Backseat. Profitez-en. Et voilà, merci. Je vous fais des bisous. On se retrouve peut-être demain. Passez une bonne soirée. À très bientôt. Salut la commu. Merci pour les abonnements. Merci beaucoup les subs. C'est grâce à vous que je vais vous faire ce soir. C'est cool. Ciao, bye bye. Salut tout le monde.